Bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge dans une période fascinante, assez courte mais super intense de l'histoire de la Mésopotamie, la troisième dynastie dure. Imaginez un siècle de pouvoir sumérien à son apogée, littéralement coincé entre deux grandes périodes de chaos. Bon, pour commencer, il faut bien situer tout ça dans le temps. On a d'abord l'Empire akkadien qui s'effondre. Gros chaos. Et puis, de ses cendres, émerge la troisième dynastie dure. Elle va imposer un siècle d'ordre, de stabilité, avant de s'effondrer à son tour et de laisser la place à d'autres. C'est vraiment le cycle classique, hein, chaos, ordre, chaos. Donc l'empire d'Akkad s'écroule, et derrière, c'est une bonne centaine d'années de pagaille en Mésopotamie. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, c'est justement ce désordre qui va créer les conditions parfaites pour un comeback, un retour en force vraiment spectaculaire des Sumériens. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? Eh bien, au milieu de toutes ces guerres civiles, les vieilles cités-États sumériennes, les historiques, commencent à relever la tête. Elles se débarrassent des dominations étrangères et surtout, elles remettent en avant leur propre culture, leur identité. Et dans ce mouvement, il y a quelques villes qui sortent vraiment du lot. On a Lagash, par exemple, dirigé par Gudea, un grand bâtisseur, et là, c'est une explosion artistique et architecturale. On a aussi Uruk, qui, avec son roi Utu-Égal, prend la tête de la révolte militaire, mais au final, celle qui va tirer son épingle du jeu, celle qui va réussir à tout réunifier, c'est la cité Dure. Alors, ce nouvel empire sumérien, il ne s'est pas construit tout seul. Toute son architecture, si on peut dire, repose en fait sur deux personnages clés, deux rois vraiment exceptionnels, un père et son fils. D'un côté, on a le père, Urnammu. C'est le fondateur, le visionnaire. C'est lui qui unifie, qui bâtit, qui pose les bases solides de l'empire. Et de l'autre, on a son fils, Shulgi. Lui, c'est l'organisateur, le perfectionniste. Il va régner pendant presque 50 ans et pendant tout ce temps, il va peaufiner la machine impériale avec un niveau de détail qu'on n'avait tout simplement jamais vu avant. Et quand on parle d'Urnammu, on pense tout de suite à ses projets de construction, et surtout aux ziggurats. La plus célèbre, c'est bien sûr la grande ziggurate dure. Il faut bien comprendre que ces tours immenses, ce n'étaient pas juste de belles constructions. Non, non, c'était le cœur battant de l'Empire. À la fois un centre religieux, pour le lien avec les dieux, mais aussi un centre économique et administratif. C'est de là que tout était géré. Autre chose de super important avec Urnammu, c'est son code de loi. On parle souvent du code d'Hammurabi, mais celui d'Urnammu est bien plus ancien. En fait, il a mis en place tout un ensemble de lois pour que son nouvel empire fonctionne bien. On y trouve des règles sur le commerce, sur les compensations financières en cas de blessure, bref, tout ce qu'il fallait pour assurer la justice et la stabilité. Mais alors, ce qui est peut-être le plus fou avec cet empire, c'est vraiment sa gestion, la façon dont tout était administré. On atteint un niveau de contrôle, un niveau de documentation qui est juste hallucinant pour l'époque. On n'avait jamais vu ça. Alors, ce chiffre, 120 000 et plus, c'est le nombre de tablettes administratives qu'on a retrouvées de cette période. C'est énorme. En fait, cet empire, il tournait à l'information. Tout, ou presque tout, ce qui touchait à l'économie était noté, documenté, archivé. Ça a créé une masse de données administratives absolument colossale. Et quand je dis tout, je pèse mes mots. Les scribes notaient vraiment tout. Les déplacements de marchandises, le nombre de jours travaillés, le rendement des récoltes, les inventaires du bétail, on a l'image d'un État qui était obsédé par la compta. Pour donner une idée, on a retrouvé des tablettes qui sont des rapports sur la mort d'un seul mouton dans un troupeau. C'est dire le niveau de détail. Forcément, pour gérer un territoire aussi grand, avec autant de précision, il fallait des règles claires. C'est là qu'intervient Shulgi. Il a tout standardisé. Il a imposé un système de poids et de mesure unique pour tout l'Empire. Par exemple, le sila, qui fait à peu près 1 litre, ou le mana, environ 500 grammes. Comme ça, plus d'embrouille. Tout le monde parlait le même langage comptable, ce qui permettait un contrôle très serré depuis la capitale, Ur. Et pour faire tourner tout ça, il fallait bien sûr une véritable armée d'escribes. Bon, on a un système qui semble parfait, hyper organisé. Mais, et c'est là tout le paradoxe, c'est justement cette organisation extrême qui va causer sa perte. L'Empire portait en lui les germes de sa propre destruction. Ça paraît bizarre, non ? Comment un système aussi bien huilé peut-il s'effondrer ? Eh bien, c'est parce que ses plus grandes forces sont aussi devenues ses pires faiblesses. En fait, c'est un cocktail explosif. D'abord, un problème interne. La bureaucratie est devenue tellement lourde, tellement complexe, qu'elle s'est paralysée elle-même. Noyée sous la paperasse, l'administration n'arrivait plus à réagir assez vite. Ensuite, la pression extérieure. Les relations avec les voisins, surtout les Amorites, se sont dégradées et les frontières ont fini par craquer. Et pour finir, à l'intérieur, les gouverneurs des provinces, sentant la faiblesse du pouvoir central, ont commencé à jouer leurs propres cartes. Et il y a un texte sumérien magnifique et très triste, la Lamentation sur Ur,
qui résume tout ça avec cette question. Ça nous rappelle une vérité assez simple mais essentielle. Aucun empire, peu importe sa puissance, ne dure éternellement. Alors oui, les Sumériens, en tant que force politique, c'est fini. Ils disparaissent de la carte. Mais attention, leur culture, elle, est loin d'avoir disparu. Au contraire, elle a laissé une empreinte absolument fondamentale. Après la chute dure, c'est un tournant. Les Sumériens ne seront plus jamais les maîtres de la Mésopotamie. Leur langue n'est plus parlée au quotidien. Petit à petit, ils vont se mélanger, s'assimiler aux nouvelles cultures qui émergent. Et c'est là qu'on voit tout leur héritage. L'Empire s'est effondré, d'accord, mais pas leurs idées. Leurs innovations, elles, ont survécu. L'écriture, les lois, la religion, leur système administratif, tout ça va devenir le socle sur lequel les civilisations suivantes, comme les Babyloniens, vont se construire. En fait, le sumérien est devenu pour eux ce que le latin est devenu pour nous, une langue classique, savante. Finalement, l'histoire de la troisième dynastie dure, c'est l'histoire d'un empire qui a voulu tout contrôler et qui a fini par s'effondrer à cause de ce contrôle excessif. Ça nous laisse avec une question qui traverse les âges, sur la nature du pouvoir et la fragilité des civilisations. Et cette question, elle est toujours aussi pertinente aujourd'hui.